Robert Bastien et Isabelle Perrault, propagande d'hygiène mentale au Québec dans les années 1930. J'ai trouvé cet article très intéressant. Je ne présente que le résumé et la conclusion, le lien sera dans la description de la vidéo. La nécessité de mener des enquêtes et de produire des diagnostics sur la condition des personnes accablées par des troubles mentaux sont deux dimensions inscrites au cœur du développement de l'hygiène mentale comme discipline, mais aussi comme science au début du XXe siècle. Les questions de sécurité publique engendrées par les conduites sociales de ces personnes ne cessent de se retourner contre elles plutôt qu'en leur faveur. Ces mêmes soucis et ces mêmes craintes se placent au centre des préoccupations des gouvernements, des familles et des professionnels de la santé et du social. Une différence toutefois distingue les enjeux des sociétés du XIXe et du début du XXe siècle des pays actuels. Autrefois, les personnes affligées par certains troubles de la psyché étaient exclues de la société à cause de leurs maux et des craintes qu'elles inspiraient. À la suite de la désinstitutionnalisation massive entamée au début des années 1960 au Québec, on mise aujourd'hui sur leur engagement, non pas en tant que patients mais citoyens à part entière, avec toute la complexité téléonomique que pose ce projet. Soucieux d'éclairer le temps présent entourant la question des troubles mentaux et des perturbations sociales, nous présumons qu'un détour par le passé peut contribuer à éclairer les enjeux actuels que pose la gestion sociale, scientifique et politique des personnes ayant des troubles mentaux. Conclusion identifiée, reconnaître et séparer les aliénés des criminels, vagabonds et autres indigents, tel fut l'humanisme déclaré de Pinel. En ne reconnaissant pas de conscience éclairée ni de libre arbitre dans leurs gestes déliant la rationalité et l'ordre social, on met en branle le long processus de médicalisation de la déviance mentale. Mais prendre en charge ces pauvres créatures de Dieu nécessite temps, argent, surveillance et soins constants. Ce n'est pas un hasard si on assiste au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle à la diffusion des théories héréditaires des troubles mentaux. Les coûts élevés associés à l'entretien des patients sont le premier argument militant en faveur de l'euthanasie. Aussi, le difficile contrôle de la reproduction des personnes jugées inaptes à concevoir et stigmatisées comme porteuses d'une tare génétique justifie les mesures de stérilisation, selon certains médecins de l'époque. Les catholiques seront plus réticents à tenir ce type de discours et, plutôt que d'intervenir sur le corps physique, les psychiatres franco-canadiens intégreront rapidement le mouvement américain d'hygiène mentale qui, pour reprendre leurs termes, est un mouvement éminemment moral et chrétien. Le mouvement d'hygiène mentale reconnaît que les gens sont façonnés, qu'ils se construisent, transgressent et revendiquent. Intégrer la norme, se soumettre volontairement aux valeurs partagées unies autour d'un idéal social et, précisons-le, chrétien, tel est le but du mouvement d'hygiène mentale. Cette reconnaissance des facteurs sociaux et individuels dans l'explication de l'aliénation mentale balise et milite en faveur d'une propagande qui touche plusieurs sphères de la vie quotidienne: éducation des enfants, famille, sexualité, mariage, genre, travail et habitudes de vie. À défaut de traiter, de guérir ou d'éliminer les individus déclarés aliénés, la position des experts en psychiatrie sera dorénavant celle qui consiste à réformer la société selon leurs valeurs et leur conception de la norme. Comme ces professionnels sont tributaires des connaissances scientifiques, des enjeux professionnels, des systèmes législatifs et des conditions socio-économiques, la peur, la crainte et la honte de l'étrange, de l'irrationnel, de l'inquiétant motivent les mesures de mise à l'écart, de traitement et de prévention des problèmes de santé mentale et, par extension, des problèmes sociaux. Les diverses formes d'intervention et d'exclusion des déviants mentaux apparaissent ici comme des tentatives répétées, critiquées mais souvent oubliées, de gestion et de réponse politique face aux personnes jugées indésirables. Pour clore, citons Kaluzinski, 2008, 47, qui souligne que, à où les hommes du XVIIe siècle avaient pour eux l'innocence scientifique, le balbutiement des découvreurs, les hommes du XXIe siècle ne pourront pas invoquer l'ignorance, la méconnaissance des effets pervers de mesures, qui discriminent et ancrent dans la loi des éléments, qui pourront être détournés de leur projet originel.